Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bien, bonjour à toutes et à tous. L'Observatoire de la culture de la Fondation Jean Jaurès a décidé d'inviter pour sa première interview un auteur, Jean-François Marguerin, qui a écrit un ouvrage pour une politique culturelle renouvelée, un ouvrage qui est sorti au début de l'année 2022, coécrit d'ailleurs avec Bernard Latarjet, que je présenterai tout à l'heure. Donc ces deux co-auteurs ont sorti cet ouvrage donc cette année, mais l'ont écrit en 2019 et 2020, et il était intéressant aujourd'hui par rapport au contexte que le monde de la culture vit, de pouvoir à la fois regarder ce qu'ils ont pu observer durant toutes ces dernières années, car c'est un ouvrage très documenté historiquement, mais on y reviendra, et en même temps qui ouvre énormément de portes sur l'évolution et l'observation du secteur culturel et de la politique culturelle publique de notre pays. Et donc c'est pour moi un plaisir de vous accueillir, cher Jean-François. Bonjour d'abord. Vous avez eu plein de fonctions. Vous m'avez dit, et finalement, je suis un ancien cadre supérieur du ministère, cadre culturel supérieur du ministère de la Culture, mais je sais que vous présidez 3 compagnies dramatiques, vous présidez un centre dramatique national, un centre chorégraphique national, je crois même une école nationale. Donc, à la fois, vous avez ce regard, parce que vous avez occupé énormément de postes dans votre carrière, à la fois au ministère de la Culture, mais aussi dans des établissements, mais aussi d'ailleurs dans des services déconcentrés. Vous continuez à être actif à l'intérieur de ces établissements et en même temps auprès de compagnies. Donc ces regards-là m'intéressent énormément. Et c'est vrai que vous avez donc décidé avec Bernard Latarjet, que je ne présente plus, mais qui a été quand même le conseiller culture de François Mitterrand, mais qui lui aussi a forcément été dans énormément de fonctions, qui préside encore l'ONDA, je crois, hein, et donc qui lui aussi a une expérience extrêmement importante dans le domaine de la culture. Vous avez décidé tous les deux de sortir cet ouvrage pour une politique culturelle renouvelée. Alors c'est un ouvrage qui est aux Actes Sud, dans une collection qui a un très joli mot, parce que à la fois très symbolique et en même temps très politique, le domaine du possible. Et je trouve que effectivement c'est en tout cas très illustratif de ce que vous pouvez écrire dans cet ouvrage. Alors c'est vrai que pour l'avoir effectivement parcouru, en plus vous faites des récits d'expérience, 13 récits d'expérience, vous êtes allé ici, là, voir comment ça se passait. Bon voilà, à la fois c'est documenté historiquement, mais c'est aussi je trouve documenté dans la réalité aussi de ce qui est aujourd'hui observé dans le domaine de la culture. Donc tout ça me pousse à finalement peut-être dans une première question vous demandez si ce que vous observez dans cet ouvrage, qui sont effectivement, comme vous dites très justement, une politique culturelle renouvelée, où on voit la question de l'éducation artistique et culturelle, la question des droits culturels, de la démocratie territoriale, de modèles économiques peut-être plus redistributifs, ou en tout cas une sorte de mouvement à la fois, je dirais, d'ailleurs, beaucoup inspirés et impulsés par les acteurs eux-mêmes des territoires, des mouvements qui à la fois infusent dans les territoires, qui s'ancrent parfois, qui regardent très différemment le rapport à un territoire, à une population, en dehors des institutions ou avec les institutions d'ailleurs, hein. Ça n'est jamais binaire. Ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est que la réflexion n'est jamais binaire, on voit bien que les choses s'articulent, s'entremêlent, et en même temps on sent qu'il se passe quelque chose et que peut-être demain, on va vers une nouvelle politique culturelle. Il y a un contexte qui frappe tout le monde, et singulièrement le monde de la culture, de la création. C'est forcément la guerre en Ukraine et les questions énergétiques, et on voit combien ça impacte les établissements, mais pas seulement les établissements, globalement le fonctionnement de la culture, mais aussi la question de l'inflation, etc. C'est-à-dire que là où on pouvait se dire après la pandémie, eh bien les choses vont revenir à la normale, et même si je parle de cycle de l'incertitude, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Tout peut arriver. Et la preuve, c'est qu'on ne savait pas il y a guère que 6 mois
un peu plus peut-être, qu'on aurait encore une crise absolument majeure qui allait forcément frapper beaucoup d'acteurs de notre pays, économiques, sociaux et culturels, et qui allait impacter le fonctionnement même de ces politiques publiques. Et donc, dans ce domaine de l'incertitude, où on ne sait pas très bien si les gens vont revenir vraiment dans les salles, où on ne sait pas très bien si les artistes vont pouvoir continuer à être sur les mêmes modèles de tournée, de production. J'ai envie de vous poser la première question. J'ai été longue, mais c'était très important quand même de situer cet ouvrage pour que nous puissions converser à partir de cette base-là. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel, difficile, eh bien, va peut-être accélérer ces mouvements que vous avez déjà observés, que vous nous relatez, où elle va finalement, ce contexte va les freiner. Est-ce que, alors c'est très intuitif, c'est forcément, je vous demande de vous projeter un peu, mais en même temps vous êtes un observateur vraiment très, je dirais, très assidu du monde culturel et de la création aujourd'hui. Que voyez-vous? Qu'entrevoyez-vous aujourd'hui dans ce que vous regardez du fonctionnement des lieux, du fonctionnement des artistes, de ce qui est en train de leur arriver, et globalement de notre ministère de la Culture? J'aime beaucoup votre mot de l'incertitude. Qu'est-ce que je vois? Beaucoup d'incertitudes, mais je vais pas en rester là. Juste une petite précision avant d'essayer de vous répondre. Cet ouvrage est une commande des éditions Actes Sud, de leurs dirigeants, et nous avons accepté après avoir hésité. Peut-être parce que, vous l'avez dit, nous avons eu... D'abord, c'est un ouvrage, c'est une commande qui s'adresse à deux acteurs, au sens de gens qui ont eu toute leur vie, pour prendre une expression triviale, les mains dans le cambouis. Pas un livre d'observateurs, pas un livre d'universitaires, pas un livre de gens qui ont été amenés à prendre des décisions en application d'une politique et même d'une certaine manière de contribuer à l'infléchir. Alors ceci dit, comme dans toute crise, et d'ailleurs triple crise sanitaire qui n'est pas finie d'une certaine manière, d'abord parce que la pandémie n'est pas véritablement éradiquée, que peut-être terrible perspective, une pandémie peut en cacher une autre. Donc changement de comportement de bien de nos concitoyens. Deuxième, peut-être quatre crises. Deuxième, peut-être la plus importante, c'est évidemment celle du réchauffement climatique et toutes les conséquences qui doivent être tirées dans l'urgence. La troisième, c'est évidemment ce que vous avez dit, la guerre, l'horreur de la guerre et la conséquence, l'inflation et la façon dont elle impacte l'ensemble des acteurs du monde culturel et artistique. Et la quatrième, c'est incontestablement, en France comme ailleurs, la montée terrible de l'extrême droite. Et qui peut-être arrivera tôt ou tard aux affaires et balayera tous les efforts d'une politique culturelle avec comme fondement, et c'est peut-être la première chose que nous rappelons, la politique culturelle n'est pas fondamentalement la façon dont les pouvoirs publics vont accompagner le geste des artistes. La politique culturelle, son fondement, c'est l'émancipation de nos concitoyens. Et que l'émancipation de nos concitoyens passe justement par l'importance de la production artistique, de la diffusion des œuvres, du travail des artistes, mais le soutien aux artistes a comme finalité démocratique, non pas ce soutien en lui-même, mais parce que la conviction profonde qu'il contribue précisément à l'émancipation de nos concitoyens. Façon de remettre en perspective, mais nous ne le développerons pas, cette question aujourd'hui tant avancée, qui est celle des droits culturels. Alors, dans ce contexte de ces quatre crises, il faut distinguer évidemment l'urgence. Et puis, ce qui, d'une certaine manière, apparaît comme des formes d'évidence qui devraient dessiner un demain qui échapperait d'une certaine manière au gouffre que nous avons, hélas, rapidement, que nous avons évoqué à l'instant. Je ne crois pas une seconde, on pourrait y revenir, que
tous ces périls entrelacés, conjoncturellement présents, remettent en cause les perspectives que nous évoquons dans ce livre, ne serait-ce que parce que nous avons la modestie ou la lucidité de ne rien inventer, mais de partir d'abord fondamentalement de l'observation et de la traduction, parce que nos responsabilités professionnelles nous ont permis une certaine acuité du regard, tirer comme conséquence. Je rappelle que peut-être la première définition d'une politique, c'est la capacité dont les pouvoirs publics sont capables de tirer conséquence de l'initiative de la société civile. C'est ça, de mon point de vue, une vraie politique Ce que vous dites très très bien et très justement dans démocratique. Souvent d'ailleurs. Alors, l'urgence. Vous l'avez dit, nous présidons l'un et l'autre des établissements, des institutions, participant du modèle historique que nous avons longuement décrit. Nous avons expliqué comment il est advenu, on viendra peut-être sur ce qui aurait pu exister à la place de ce modèle, et ça en particulier à la Libération. Mais les établissements qui participent de cette offre institutionnelle sont évidemment aujourd'hui fragilisés. D'abord, ont été fragilisés par la pandémie. Il faut le dire sans hésiter une seconde. Les pouvoirs publics et l'État en premier chef, et peut-être essentiellement l'État, a été incontestablement au rendez-vous des mesures d'urgence nécessaires. Ça, c'est pour l'urgence financière. L'urgence financière. Bien sûr, pour pallier les conséquences de la pandémie, c'est-à-dire les annulations, les fermetures. Et la fermeture de tous les lieux. Et la fermeture de tous les lieux. N'oublions pas. Je sais que bien sûr qu'il y a ce débat sur essentiel, non essentiel, et la vexation. Mais c'était une réalité. Bon. Ils étaient fermés, donc il fallait... Ils étaient fermés, il fallait faire face. Les pouvoirs publics ont incontestablement pris leurs responsabilités et fait face. La deuxième question, c'est évidemment à la fois la conséquence de la sortie de crise majeure de la pandémie, c'est-à-dire la réouverture, et pour moi la marque évidemment de cette sortie de crise majeure, avec de manière contrastée, mais une grande interrogation tout de même de lieu en lieu sur le retour des publics dans les lieux. Ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour le spectacle vivant. Moi-même, je préside non pas un centre dramatique, mais une scène nationale, celle de Sète, qui fait un travail absolument formidable. Et je puis vous dire que des spectacles qui étaient programmés en 2020, avant les fermetures et les annulations, qui étaient remplis à 85-90% de la jauge, qui ont été reprogrammés en 2022, c'est à peine 40% du public qui s'est rendu dans la salle. Et on ne voit pas franchement les choses redécoller. Mais c'est très contrasté, hein. C'est très contrasté. Alors, aujourd'hui, d'une certaine manière, la région parisienne, Paris et sa proche périphérie, n'est pas impactée parce qu'il y a le bassin de public suffisant. Des établissements dans des bassins publics plus fragiles, avec des traditions, alors là ça renvoie peut-être aussi aux césures générationnelles, hein, où les publics sont plutôt des publics vieillissants, malgré un travail formidable fait pour le renouvellement des publics, ou donc, qui dit public vieillissant, dit des publics plutôt très attentifs à respecter les mesures sanitaires, à se protéger, et on voit que dans ces villes, qui sont la situation d'un certain nombre de villes en région, eh bien, on a cette difficulté du retour. Donc, comment on fait face à cela, doublé, évidemment, vous l'avez dit, de la question essentielle de l'inflation. Alors, moi, j'observe une chose, c'est que quand nous écrivons ce livre, essentiellement en 2019, vous l'avez dit, en 2020, nous sommes en capacité d'intégrer, parce que sinon c'eût été aberrant, ce que nous pouvons comprendre et percevoir des effets, des premiers effets de la crise sanitaire, mais et aussi bien évidemment des enjeux d'éco-responsabilité dans le secteur culturel et artistique, mais évidemment pas du tout évoquer quelque chose qui n'existait pas encore, c'est cette question de l'inflation. Et donc, nous développons, et vous avez eu la gentillesse de le remarquer, des trésors d'argumentation
la plus concrète possible pour dire, chiffrer l'ensemble des mesures que nous préconisons à 150 millions d'euros. Et on dit, mais il faut des mesures nouvelles de 150 millions d'euros. Soit à peine 5% de la composante culture du budget du ministère de la Culture. Ça, c'est pour le ministère de la Culture. Je ne parle pas des collectivités parce qu'évidemment, c'est des questions beaucoup plus complexes et qui renvoient à la politique de chacune d'elles. Donc, nous développons ces trésors d'imagination parce qu'on a grandi, si j'ose dire, professionnellement, dans une culture professionnelle où arracher un sou à Bercy, c'était impossible ou quasiment impossible. Vous vous souvenez de l'intervention du candidat François Hollande au BIS de Nantes en 2012, qui promet la sanctuarisation du budget de la culture. Et comme on sait, mais que notamment dans le secteur de la création et du spectacle vivant en particulier, c'est un modèle par nature inflationniste. Autrement dit, la sanctuarisation ne répond évidemment pas au sujet. Bien sûr. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est que entre 2019, où nous commençons à écrire le livre, et le projet de loi de finances 2023, les moyens du ministère de la Culture ont progressé de quasiment 750 millions d'euros en capacité de mesure nouvelle, soit 21%. Vous intégrez le plan de relance dedans quand même. Hein. J'inclus le plan de relance, qui a été sur deux exercices. Il est soclé quelque part, puisque oui, absolument. C'est 6,9% par rapport à la base 2022. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a une espèce de culture budgétaire qui semble être en train de se transformer et qui nous dépasse. Tout ça pour dire quoi? Qu'on peut au moins induire une bonne nouvelle sur l'urgence, protéger les capacités d'action des établissements dont nous parlons, qui constituent le réseau des institutions de production et de diffusion, et que par conséquent, on devrait voir dans leur dotation la traduction de ces mesures nouvelles en des crédits qui leur permettent d'absorber l'inflation. Pour une fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce qui sera peut-être pas complètement le cas. Hein. Mais rien ne dit que ça sera le cas. Et c'est bien une question. Vous avez la plupart des établissements en euros constants, et ça on le démontre aussi, en euros constants ont perdu sur 15 ans une capacité budgétaire d'action. Parce que d'abord, elles doivent faire face à leurs dépenses obligatoires, vous le savez, absolument considérable. Mais heureusement, parce qu'on était dans des périodes d'inflation extrêmement basses, on a même connu des moments de déflation. Mais la question, pardon, je vous coupe, cher Jean-François, la question c'est que toute cette politique culturelle renouvelée que vous dites, c'est-à-dire toutes ces portes que vous avez ouvertes, tous ces projets, ils sont financés? Alors, ça, quand je vous demande si ça va accélérer ou ça va freiner, c'est qu'à un moment donné, certes, il y a les grandes institutions, il y a tous ces projets qui se développent à l'échelle des territoires, d'initiatives territoriales, avec, on parle de tiers-lieux. D'initiatives associatives. Absolument, c'est-à-dire qu'on voit une multiplicité des usages, on voit un mouvement extrêmement intéressant qui est. Et ce mouvement, il est accompagné aujourd'hui à la hauteur de ce qu'il devrait être pour devenir, et ce sera peut-être ma deuxième question, finalement, cette nouvelle politique. Alors, est-ce que ce sera la suite? Est-ce que ce sera... Nous y venons. L'accompagnement de tout ce que vous venez de décrire est devenu incontournable, du moins dans l'affichage. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, cet accompagnement existe, il est insuffisant. Toute cette reconnaissance de l'initiative périphérique à l'institution, cette étape nouvelle peut-être de ce qu'on pourrait appeler une décentralisation. Et vous ne pensez pas que le contexte actuel va encore plus fragiliser tout ça? Ou pas? Parce que c'est quand même fragile, c'est fragile. Oui. On l'a vu, on le voit sur les associations, on le voit sur des projets. Je viens de vous dire quelque chose, c'est-à-dire que la totalité des dispositions que nous préconisons, qui concernent d'abord et avant tout
la question de l'éducation artistique, de l'équité territoriale, Mhm. de nouvelles formes de coopération et de l'inclusion, je dirais, de la culture dans l'économie sociale et solidaire, des nouvelles missions des Absolument. établissements appartenant au réseau. C'est ça nos priorités. Nous affichons, je le redis, quelque chose comme une essai de 150 millions d'euros. Quand on voit qu'en 3 ans ou 4 ans, nous arrivons à 750 millions d'euros, si on le veut, on le peut. C'est fini le discours, on ne peut pas. C'est fini ce discours. Il est inaudible puisqu'on voit bien qu'on peut. Toute la question est de savoir à quoi on affecte l'argent. Je sais qu'on va discuter tout à l'heure du pass culture et de ce que coûte le pass culture. Il est bien évident qu'à partir du moment où le pass culture, sur lequel on a un certain nombre... Vous en parlez peu dans votre ouvrage. On en parle peu parce vous l'évoquez, mais vraiment, alors là, je ne sais même pas si j'ai... On l'évoque parce que il existe. On va peut-être l'évoquer là justement oralement, puis on ne pouvait pas parler de tout, mais quand on voit que les crédits dans le projet de loi de finances de 2023 du pass culture sont de 208 millions d'euros, quand les crédits totaux du ministère de la Culture dévolus à l'éducation artistique, c'est exactement 104, c'est-à-dire c'est 1 pour 2. exactement la moitié. Absolument. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Comme ça, c'est très difficile de faire évoluer la chose, qu'on réfléchisse bien sur le poids institutionnel et ce qui est moins institutionnel. Est-ce que vous vous rendez compte que les crédits déconcentrés du ministère de la Culture représentent, alors que les politiques de déconcentration ont battu la campagne pendant des années, des décennies, donc je crois qu'on est arrivé peut-être pas totalement au bout de la déconcentration, mais quand même loin. La déconcentration des scènes nationales, des centres dramatiques, etc., des conservatoires, que sais-je, c'est 1/4 du budget du ministère de la Culture. Mm-hmm. Hein? Donc il y a de l'institutionnel là-dedans, je viens de le dire. Là-dedans, dans ce quart, il y a les crédits réservés aux établissements de la décentralisation, pour reprendre un terme qui trouve ses origines dans l'époque malrussienne. Ça veut donc dire que 3/4 restent quelque part pour le financement des grosses institutions d'envergure nationale. Surtout à Paris d'ailleurs. Ouais, surtout à Paris. Parce que la différence entre Paris et le reste... il faut quand même pas oublier que sur les quasiment 800 millions d'euros que le ministère de la Culture consacre au spectacle vivant, un huitième, c'est la subvention de l'État à l'Opéra national de Paris. Oui. Faut quand même. Alors, c'est pas de la démagogie. Peut-être faut-il ça à une grande institution. Bien sûr. Mais nous disons clairement dans notre livre, nous disons que le courage, ce serait de refuser de contribuer au financement d'une nouvelle institution dans une agglomération d'au moins 50 000 habitants. Non pas rénover, bien entendu, tout le tissu qui existe mérite de l'entretien, de la rénovation, du développement, etc. Non, stop, moratoire sur les institutions culturelles nouvelles dans dans les agglomérations supérieures à 50 000 habitants. Parce qu'il y a tout le reste. Et alors, je vais peut-être attaquer d'emblée sur les priorités pour être extrêmement concret. Depuis des années, des décennies, on nous rebâche. La priorité, c'est l'éducation artistique et culturelle. Oui, nous disons que la priorité absolue, c'est l'éducation artistique et culturelle, sauf que le compte n'y est absolument pas. Si on veut bien considérer et c'est une chose essentielle, désormais, elle fait partie du socle commun des connaissances, des compétences et de culture, du socle commun des connaissances, des compétences et de culture du ministère de l'Éducation nationale. C'est très important. Elle est censée faire partie du socle de la formation de chaque gamin, chaque élève, chaque adolescent. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On est encore dans l'objectif de dire le 100% EAC qui se traduit par chaque élève aura eu le droit à une action dans l'année. Et on n'y est pas. Pour l'instant, il n'y a que 75%, si mes informations sont bonnes, qui bénéficient de cette action dans l'année. Or, il est évident que cette inscription dans le socle commun que j'ai indiqué tout de suite, qui est pour moi capital, se traduit par deux choses. Un parcours construit cohérent d'année scolaire en année scolaire, absolument, avec un volume chaque année suffisant pour considérer que c'est une composante fondamentale de la formation des jeunes esprits. D'accord? Et deuxièmement, quelque chose qui s'appuie sur
un trépied. Hein. Il faut au moins 3 pieds à un tabouret pour qu'il tienne debout. 1, la fréquenter. 2, disposer d'un outil cognitif qui permettent de s'approprier la fréquentation. Sinon, on reste comme souvent une poule devant un crayon et qu'on s'étonne après que les gens disent « Ah, c'est pas pour moi, j'y comprends rien. » Bon, avec toute la misère symbolique que ça peut traduire. Et 3, la pratique. Alors moi, je vous réponds passe culture. Attendez. Notamment sur le troisième volet, la pratique. La pratique des disciplines artistiques. Nous sommes bien dans l'éducation artistique. Oui. Non, mais on n'est pas dans la bien sûr. culture. On est l'éducation artistique. Est-ce qu'on veut bien prendre en considération l'énorme effort qu'il faudrait faire? Je vais vous raconter une anecdote. Pardon, excusez-moi de cette bifurcation. Pourquoi il y a eu une telle politique grand public du développement des activités sportives à partir de 1960 et qui va d'une certaine manière bien poser des problèmes à Malraux, qui lui est en train de développer ses maisons de la culture? Réponse: parce que au retour des Jeux Olympiques de Rome en 1960, je ne sais même pas si la France a une médaille de bronze, qu'on m'excuse si elle en avait eu une voire deux, c'est-à-dire la honte. Qu'est-ce qu'on décide? On décide d'une large politique qui va passer par le fait que partout, dans toutes les communes, il va y avoir des équipements spécialisés qui vont permettre à la pratique amateur de se développer. On voit ce que ça a donné dans toutes les disciplines sportives. Où sont aujourd'hui l'équivalent des stades, des piscines, des gymnases de l'éducation artistique et culturelle, aussi fondamentale qu'elle soit? Donc, vous voyez bien que la priorité de la priorité, c'est celle de l'éducation. Et nous ajoutons de l'éducation artistique, et que nous ajoutons de l'éducation aux arts et à la culture tout au long de la vie. Absolument. Pourquoi devrait-on libérer? Mais alors, je continue, parce qu'il faut qu'on avance. Le deuxième volet, c'est ça, vous voulez? Non. Je vous dis passe culture. On se trouve aujourd'hui avec je dirais, un soutien du ministère de la Culture extrêmement important pour cet outil qui, en 5 ans, a bénéficié, vous l'avez dit, d'une enveloppe absolument incroyable. Phénomène. Je crois que jamais je n'ai vu ça dans une des... On n'est pas arrivé à... Et vous savez qu'il y a la part collective. Ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que parce que effectivement le gouvernement s'est rendu compte que ça devenait un objet de pure consommation culturelle et que la question de l'accompagnement, de la médiation, de l'appropriation, du fait du parcours où justement un jeune, un enfant, on va lui ouvrir des portes et ensuite il pourra faire son choix. Bien sûr. C'était absolument pas le cas, c'est une sorte de chèque. Là, ils ouvrent la part collective. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt intéressant de faire en sorte que à partir de la 6e, les classes bénéficient maintenant d'une aide pour... Excusez-moi, mais ça, c'est un des fondamentaux de l'éducation artistique, le fait de partir avec sa classe dans un autobus pour aller au musée ou d'aller au spectacle. Donc finalement, c'est de l'éducation artistique et culturelle. Ça, c'est la mesure positive que l'on peut saluer, et que effectivement, si dans ces 208 millions, il y a un certain nombre de millions qui permettent de répondre à la nécessité pour les jeunes dans les périphéries urbaines, ce qui va m'amener à venir à notre deuxième priorité, aux périphéries, oui, non. Les jeunes issus des territoires périphériques, c'est même plus les périphéries urbaines, c'est bien au-delà. Gulli et le géographe Gulli, et d'ailleurs on avait eu un débat ici même sur le sujet, sur la France périphérique. Bon, ces jeunes qui sont, au fin fond de la Creuse, qui vont enfin pouvoir aller à Guéret ou à Aubusson dans un autocar voir un spectacle, qu'ils ne pouvaient plus, parce qu'il y avait plus le financement des bus. Très bien. C'est bien. Il faudra qu'on observe. Revenons à la part individuelle sur les 15-18 ans. Rapidement, parce que j'aurais quand même une dernière question, parce qu'il nous reste un quart d'heure, cher Jean-François. Il faut être honnête. Le ministère de la Culture a tiré quand même un certain nombre de leçons de l'initiative italienne de Matteo Renzi. Non, pardon, comment si, Matteo Renzi. Si, c'était. C'était pas seulement un chèque en blanc. Non, il n'en reste pas moins vrai que, soyons clairs, ça favorise le consumérisme
des jeunes parce que voilà, même si ce consumérisme est encadré, et surtout ça accuse la différence entre ce que j'essayais d'évoquer tout de suite, entre les jeunes des centres-villes et les jeunes de ces périphéries extrêmement éloignées, parce qu'on est géolocalisé. Si vous prenez votre géolocalisation ici même, là, au cœur de Paris, ben vous voyez toute la potentialité. Mais je crois, si vous êtes au fin fond de la Creuse, il n'y a rien autour. Non, mais je pense qu'on partage globalement, et moi je partage vraiment votre sentiment sur le sujet. Je pense qu'il faudra qu'on soit extrêmement vigilant sur l'articulation entre Pass Culture et EAC, hein. Et notamment, regardons ce qui va se passer dans la part collective pour que les choses ne soient pas... J'ai bien vu qu'un certain nombre de parlementaires s'inquiètent sur le fait qu'il puisse y avoir à terme une substitution de la politique d'éducation artistique. Faisons attention. Une espèce de je ne l'espère pas. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant parce que c'est quand même peut-être pour continuer. Une dernière question, mais dans cette dernière réponse, vous pourrez, à votre guise, aller plus loin. Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais vous y avez répondu. Si finalement cette nouvelle politique culturelle, elle allait se substituer à moyen et long terme à celle qui existe depuis tant d'années dans notre pays, ou si elle allait peut-être finalement, si ce n'est cohabiter, du moins, si les choses vont vraiment s'articuler, je sais pas comment on pourrait, parce qu'on aura toujours nos grandes institutions, donc c'est important et ça fait vraiment, en tout cas, partie de notre modèle culturel français. Et effectivement, vous avez raison, c'est toute cette nouvelle politique culturelle à l'œuvre. Il faudra qu'à un moment, elle prenne aussi de la puissance, de la force pour que, non pas être en concurrence avec les grandes institutions, mais il faut qu'à un moment tout ce petit monde travaille ensemble. Je crois que c'est ça aussi que et c'est peut-être ça qui sera intéressant à observer dans les années. Je reviens un instant sur l'éducation artistique. Non, je ne vais pas développer nos préconisations, c'est-à-dire comment on arrive à cette généralisation avec ce volume, cette inscription dans toute la durée de la scolarité. Non, on n'a pas le temps. Développement de ces trois pieds. Mais je tiens à dire que nous y répondons. Absolument. Alors, pour répondre à votre question, il s'agit d'une nouvelle articulation et pas d'opposition, et qu'il s'agit d'une modification de l'ordre des priorités. C'est que la priorité de la politique publique doit aller là où elle n'a jamais réellement été efficiente. Voilà. Même, c'est pas une question de volume budgétaire, c'est de priorité de développement. La politique culturelle, nous le démontrons, que ce soit dans la période Malraux, que ce soit dans la période Lang, c'est essentiellement développé est une politique urbaine ou périurbaine, mais urbaine. La priorité aujourd'hui, c'est pour des territoires et des populations sur des territoires qui sont éloignés de l'urbanité. Alors, on ne va pas développer le modèle institutionnel quelque part au fin fond des territoires ruraux ou rurbains, comme on dit, avec ces nouvelles modes d'appropriation, avec quand même, n'oublions pas, une priorité d'ordre démocratique. On sait très bien que c'est sur l'essentiel de ces territoires extrêmement fragilisés que prospère le vote Front National. Rassemblement National. Il faut appeler un chat un chat, mais aussi effet que nous ne mesurons pas bien encore, le nombre d'urbains, de grands ensembles urbains qui ont décidé justement par le télétravail, en conséquence, en traduction personnelle de la pandémie, d'aller vivre ailleurs. Oui. Et bien sur ce vivre ailleurs, il faut aussi trouver des réponses adaptées qui passent par des présences régulières d'artistes en résidence de travail, de création, de partage, participant à l'éducation artistique, au développement des pratiques amateurs, etc., etc., etc. Et puis, quelque chose qui mette au centre la réception des œuvres, le rapport aux œuvres de manière médiate, c'est-à-dire via les outils numériques. On prend la référence. Nous applaudissons des deux mains à faire à ces microfolies. Nous en parlons. Sauf que il faut qu'elles soient situées au bon endroit. Pardon de prendre cet exemple, mais je sais que la Maison de la Culture de Bourges a acquis une microfolie.
Bon, est-ce que c'est la priorité de mettre quelque part sous la dépendance d'un État? Peut-être que oui, mais je crois qu'à partir du moment où des microfolies, des petites unités capables d'accueillir au maximum 60 personnes scolaires, mais en dehors du temps scolaire, d'autres catégories de personnes, avec au moins 2 animateurs hyper formés, capables de vous construire des programmations qui vous permettent de découvrir des choses à vous qui n'auriez pas l'idée d'y aller, la médiation, le vecteur vers, c'est pour nous un sujet immensément d'avenir. Et parce que peut-être vous me disiez que c'était votre dernière question, c'est pas ce que nous racontons n'est pas une utopie nouvelle. Je voudrais juste vous citer un extrait de la déclaration qui fut faite par André Philippe. André Philippe, c'était le président de la République des Jeunes. La République des Jeunes en 1944, c'est la naissance des maisons des jeunes et de la culture. Voilà ce qu'il disait. Nous voudrions qu'après quelques années, une maison d'école, sans doute, tiens comme par hasard, voilà l'école, sans doute parce qu'il imaginait l'existence physique, c'est-à-dire que sans doute y avait-il des classes vacantes dans lesquelles on pouvait abriter ce qu'il va développer. Une maison d'école au moins dans chaque ville ou village, devenue une maison de la culture, une maison de la jeune France, un foyer de la nation, de quelque nom qu'on désire la nommer, où les hommes ne cesseront plus d'aller, sûrs d'y trouver un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière. Chaque village, chère Sylvie. Service public, cher Jean-François. Oui, mais dire que nous avons construit un modèle, et c'est peut-être mes derniers mots, un modèle sur la centralité et qui a répondu à des nécessités. Nous ne stigmatisons rien. Nous essayons de trouver les nouvelles formes de complémentarité à la centralité qui a été développée depuis l'époque malrussienne et qui a produit des effets incontestablement positifs. Je réinsiste là-dessus. En milieu urbain, faut-il réinventer la proximité, mais non pas la proximité misérable d'un porte-clés qui n'a accès à pratiquement rien, mais effectivement, une proximité fondée sur le moyen d'apprendre, le moyen d'avoir les outils, les moyens de pratiquer, qui peuvent être quelque part développés sur l'ensemble du territoire si on a un petit peu du jote. Je vous disais que c'était mes derniers mots, pas tout à fait. Vous savez, un seul. Un seul. Parce que c'était très bien de terminer sur la proximité. J'ai dirigé le Centre national des arts du cirque. Nous avons accueilli comme élèves, et je vous prie de croire que c'est une sélection de très haut niveau, nous avons accueilli des jeunes venant de Palestine, venant de beaucoup de pays d'Amérique latine. Est-ce qu'ils avaient des formateurs? Non. Vous savez comment ils se sont formés? Avec des tutos sur YouTube. Quand vous comprenez ça, que des jeunes sont capables, à force de ténacité, de passer un concours d'une école internationale et réussir le concours, sauf avoir eu de temps en temps un intervenant qui était de passage, mais se sont formés en répétant à partir de tutos sur YouTube, vous voyez bien qu'il faut arrêter cette espèce de méfiance à l'égard des outils numériques à partir du moment où ils sont mis au bon moment à la disposition. Qu'ils soient régulés, qu'ils soient bien encadrés. Qu'ils soient bien entendus. Et que ce soit pas l'alpha et l'oméga de nouveau des médiations. Sans les médiations. Ils ont tous dans la poche le même outil que nous, mais il est bien évident qu'ils n'ont pas les mêmes usages que nous. Absolument. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Je crois que vraiment on n'a pas fait le tour parce que on a ouvert vraiment beaucoup de questions. Moi, j'aimerais terminer sur cette question de la proximité. Je pense que dans le contexte actuel où les gens effectivement sont quand même dans des situations, et pour certains d'entre eux, je dirais difficiles, cette question de la proximité est nécessaire, et on voit bien aussi le rôle des collectivités, le rôle des élus en matière de culture. On a parlé beaucoup du ministère, mais la question des collectivités et des élus est absolument fondamentale. Et aujourd'hui, vous savez, à un moment où effectivement l'impact énergétique pèse aussi sur le budget des collectivités, mettre les élus dans la situation de devoir peut-être, en tout cas, si ce n'est fermer des services publics, ou du moins
peut-être en restreindre par les horaires d'ouverture, par des programmations, et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on observe. C'est extrêmement difficile. Ce sont des décisions politiques extrêmement délicates. Il faut absolument qu'on l'observe, il faut qu'on regarde comment ça se passe. Je crois que ce sera le rôle aussi de l'Observatoire de la culture de la Fondation. En tout cas, c'est vraiment un chemin de réflexion et d'observation important, mais je crois que la question du service public aujourd'hui est absolument fondamentale. Et en matière de culture, je crois que c'est ce qui nous lie. Nous n'avions pas la place, mais évidemment, toute la place aurait pu être occupée sur les perspectives d'éco-responsabilité Bien sûr. Et de réaction aussi, évidemment, aux conséquences de l'inflation et de la crise énergétique. Merci beaucoup, Jean-François. À bientôt. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.